Je m'appelle Nicole Poirier. Je suis directrice d'une association qui s'appelle Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer, qui est situé au Québec, à Trois-Rivières. Et dans ce centre, on accueille des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elles viennent soit y vivre de façon permanente ou elles viennent à la journée pour retourner à domicile. Et notre équipe accompagne aussi de nombreuses familles dans leur maison pour les aider à continuer à vivre chez eux. Et c'est aussi un centre qui fait de la défense des droits, qui milite auprès du gouvernement et des instances et qui accueille différentes demandes de consultation et de formation. L'originalité de Carpe Diem, c'est que c'est pas un projet qui est venu du gouvernement puis qui s'est implanté avec les critères du gouvernement. C'est nous, les familles et la communauté, on s'est mobilisés ensemble pour trouver les fonds, pour trouver la maison et pour démarrer cette approche qui existait nulle part parce que trop hors norme et trop difficile à être reconnue par le gouvernement. Alors, nos racines sont solides et lorsqu'on est arrivé au gouvernement, quelques années plus tard, le financement a été respectueux de l'approche qu'on avait développée. Si on avait suivi les normes habituelles, on aurait compartimenté, on aurait institutionnalisé notre maison, on aurait mis les employés dans des postes et dans des rôles et on aurait eu des financements cloisonnés par enveloppe. Et on ne réalise pas assez, je trouve, à quel point la logique financière de nos instances, la logique elle atterrit dans les milieux et elle fait des cloisons aussi entre les gens et entre la maison et le domicile et les différents services. Alors nous, on a voulu faire éclater toutes ces barrières-là, autant au niveau de l'équipe que de l'organisation des réponses qu'on veut offrir. Ce que je pense, c'est que les approches traditionnelles qui sont inspirées, malheureusement, beaucoup de l'industrie, où est-ce qu'on mise sur des objectifs de résultats mesurables, quantifiables. Ces inspirations-là de l'industrie, ça nous fait croire qu'on a du contrôle, puis ça nous fait croire qu'on offre de la qualité, alors que c'est complètement une illusion, à mon avis. Je pense que l'approche globale qu'on vise avec un financement global, c'est sûr que ça demande de la rigueur. Ça ne veut pas dire que c'est pas rigoureux. C'est rigoureux parce que chacun est responsable. Alors, on ne délègue pas la responsabilité aux supérieurs. Les systèmes hiérarchiques, il n'y a rien de plus déresponsabilisant, finalement. Ça fait le contraire de ce qu'on vise. En enlevant la hiérarchie dans les équipes, bien, moi, comme directrice, je dirige mon équipe comme une équipe, ça peut paraître bizarre de le dire, mais comme une équipe sportive. Sur un terrain, tout le monde a un rôle. Et puis, s'il y en a un qui ne fait pas son rôle, ben c'est là qu'on va se faire avoir. Et le succès d'une équipe, c'est la communication, c'est la maturité, et c'est jouer en équipe, aller tout le monde dans le même sens. Donc, c'est une autre façon de gérer qui fait appel pas uniquement aux diplômes et aux compétences, mais surtout, parce qu'on est dans un domaine humain d'accompagnement, surtout appel aux aptitudes relationnelles de notre personnel. Une personne qui a les aptitudes humaines, la souplesse, la capacité de créer des liens de confiance, même avec la formation, ça s'apprend pas comme ça. Mais quelqu'un qui n'a pas le diplôme, je vais lui donner la formation ou on va lui permettre de suivre la formation si elle a déjà les bases au niveau humain. Donc déjà, on engage les gens avec d'autres critères que ceux qu'on connaît habituellement. Ensuite, la description du poste, c'est de vivre dans la maison avec les personnes. C'est interdit de dire à quelqu'un qui nous demande d'aller aux toilettes avec elle, de dire je vais aller chercher le préposé pour qu'elle aille avec vous. Il n'y a pas cette hiérarchie-là. Moi, je considère ça comme un privilège si une personne me fait assez confiance pour me dire pouvez-vous m'aider à aller aux toilettes. Alors, l'infirmière, c'est pas la patronne de l'équipe. Elle a une compétence qu'on lui reconnaît et qui lui appartient, mais elle fait partie de l'équipe. Même le médecin, c'est pas
c'est pas le médecin au cœur de l'équipe, comme on entend souvent. Le médecin, c'est un membre de l'équipe, et c'est pas lui qui a le dernier mot, et c'est pas lui qu'on consulte. On le consulte souvent en dernier, parce que on sait qu'il y a beaucoup de pistes de solutions qui peuvent être trouvées sans qu'on arrive au médecin lorsque c'est des questions plus au niveau des attitudes des personnes. Je prends souvent l'exemple de la nuit. Une personne qui marche la nuit, ça va vite devenir un trouble de déambulation nocturne qui dérange. Et puis quand on lit les rapports, moi je pense que c'est une forme de médicalisation d'un besoin qui n'est pas médical. Mais la réponse va être médicale. Et puis comme ça, on va glisser dans... Et puis c'est comme ça qu'on organise les milieux. Hein. On le voit, maison de retraite médicalisée. Tout est imprégné médical. Alors que je pense que la grande majorité des besoins ne devraient pas être répondus de façon médicale, même s'il y a une nécessité, c'est sûr, certaine à certains niveaux. Ça devient un problème de société parce que la personne qui prend le médicament, un, ça coûte cher, ces médicaments. Deux, les conséquences du médicament sur la personne elle-même. Souvent, perte d'équilibre qui finit par immobiliser la personne pour sa sécurité, et incontinence, problème de peau, protection qui coûte cher aussi. Et multipliez tout ça au niveau d'une société, ça coûte cher les conséquences. Alors la personne va avoir une évaluation qui va être modifiée et qui va rapporter plus d'argent à son établissement. Alors les gens dans des établissements qui fonctionnent selon cette logique, quand ils marchent, qui ont des forces, qui veulent aider, qui veulent sortir, ces forces-là, ben, c'est des problèmes. Alors, on transforme la force en problème, puis après ça, ben, c'est la route vers la médicalisation. Et pire encore, les gens intègrent cette façon de voir, cette institutionnalisation-là, ils l'intègrent eux-mêmes, et puis là, ils nous demandent des pilules. Ils disent, ils ont toutes leurs pilules. Moi aussi, je veux ma pilule, parce qu'ils comprennent que si tu n'as pas de pilule, tu n'as pas d'attention, tu n'as pas ce petit moment privilégié avec une personne, c'est tout documenté, ça. Ça s'appelle la médicalisation de la demande. Si j'ai de la peine, si je m'ennuie de ma famille, on va avoir de la difficulté à toucher à mon émotion, puis à m'accompagner dans ce que je vis. Par contre, si j'ai mal à l'épaule, on va aller chercher une infirmière, puis je vais aller avoir ma pilule pour l'épaule. Donc, on médicalise tout, finalement. La personne qui ne mange pas, bien, finalement, on va peut-être... Ça peut aussi être transformé en réponse médicale. Donc, c'est vrai que c'est à contre-courant, puis c'est tout un système qui, moi, je pense, doit être vu, parce que seul, on ne peut pas le changer, mais je pense que c'est au niveau politique, s'il y avait un peu de courage, de dire on ne veut pas tout mettre à terre, mais qu'on essaye de façon parallèle, hors des sentiers battus, qu'on essaye des expériences comme celle-là en leur donnant les moyens de l'expérimenter, puis qu'on mesure la différence. On a des recherches au Québec qui ont été faites avec Carpe Diem. On a comparé 15 personnes chez nous avec 15 personnes dans une unité spécialisée, comme il se fait un peu partout, puis on a vu à quel point les gens continuent de vivre, prennent pas de médication antipsychotiques, anxiolytiques, etc. Et ce qu'on parle aujourd'hui, le fardeau des proches, la fatigue du personnel, le sens au travail, les comparaisons là, sont significatives. C'est beaucoup plus intéressant, même si c'est difficile de travailler dans un milieu comme celui-là. Puis, le premier objectif, la personne elle-même, elle continue de vivre, de se sentir utile, d'avoir une place dans la société, d'être écoutée, entendue. Ce qu'on ne voit pas beaucoup dans des colloques, quand on a une personne qui s'exprime, c'est beau, là, quand on peut avoir cette opportunité-là. Je pense qu'au début, dans une maison où il y a 2 escaliers, où il y a une cuisine au centre de la maison et où on cuisine, où les couteaux se promènent et où la cuisinière chauffe en plein milieu de la cuisine, ce que les gens disaient, puis je les comprends aussi, ils disaient, mais vous allez vous planter, les gens vont chuter dans les escaliers, vous voulez pas laisser la porte verrouillée près de la cuisine, les gens vont sortir, vous allez les perdre, il y a des statistiques là-dessus. Et c'est sûr que
ce risque-là, il a fallu le partager d'abord, le reconnaître et le partager avec les familles qui étaient prêtes à le vivre. Puis dire, moi, j'aime mieux qu'elles vivent dans ces risques-là plutôt que de vivre sans risque, mais de mourir d'un syndrome de glissement. Et ça a pris plusieurs années avant que les gens intègrent que ça marchait, mais c'est sûr avec des conditions. Si les gens avaient des médicaments puissants pour les calmer, les escaliers, ce serait vraiment très dangereux. Mais puisqu'ils sont toujours au maximum de leur capacité, et puis ils apprennent et ils gardent des compétences. Quand ils montent les escaliers, on s'est rendu compte, par exemple, que en montant devant eux, les escaliers, on met nos mains sur les rampes, ils vont nous suivre et faire de la même chose. Il ne faut pas que je m'arrête en plein milieu pour leur parler ou que quelqu'un leur parle pendant qu'ils sont dans les escaliers. Il y a des principes comme ça qu'il faut connaître quand on vient à Carpe Diem pour éviter de déconcentrer la personne dans ces situations-là. Et oui, il y a des gens qui sont sortis, puis faire le tour de la maison, qui ne sont pas revenus et qu'on a cherché. Et c'est sûr que c'est arrivé. Mais à chaque fois, c'est des opportunités pour se dire qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut éviter que ça se reproduise, quelle est la distraction qu'on a eue. C'est des opportunités de s'améliorer et de s'assurer que ça ne recommencera pas, évidemment, ou que la même situation ne se reproduise pas. Ensuite, il y a eu tellement un mouvement puissant à Trois-Rivières de la part de la communauté et des familles elles-mêmes. Pardon. Il y a eu tellement une grosse mobilisation qu'au niveau politique, c'est devenu difficile de nous refuser un financement. Alors, c'est un ministre qui a eu le courage de dire oui à Carpe Diem et de nous donner une subvention exactement comme on la demandait, globale, pour que nous, on puisse administrer l'argent en fonction des besoins que nous, on identifiait et non à partir de statistiques qu'on voulait nous faire respecter. Et de cette façon-là, aujourd'hui, justement, là, avant de partir, il y a 2 semaines, je calculais que si le nombre de réponses qu'on a offertes dans la dernière année avait été donné dans les cases traditionnelles, ça aurait coûté au moins 3 fois plus d'argent au réseau public. Et puis, je ne calcule pas là, les milliers d'appels qui arrivent chez nous au lieu d'arriver dans le milieu public et auxquels on répond à l'aide parce qu'on est ouvert 24 heures par jour. Alors, au niveau des coûts, ça coûte moins cher et ça répond mieux aux besoins, mais c'est pas encore... je pense que c'est pas encore reconnu au point de dire OK, on l'essaie d'une façon plus formelle. Parce qu'on a eu un projet d'une 2e maison pour pouvoir continuer d'expérimenter parce que la maison reste assez petite et on accueille des gens du domicile, il y a des gens qui vivent dans la maison. Ça fait beaucoup de monde dans plusieurs pièces et parfois on n'a pas le niveau de qualité qu'on voudrait, et on voudrait avoir une autre maison à côté pour accueillir des gens, par exemple, qui ont des atteintes frontales et qui répètent beaucoup, qui bougent beaucoup et qui, dans une maison, même comme chez nous, finissent par être en conflit avec d'autres personnes. Puis si on avait une autre maison, on pourrait mieux recevoir les gens en fonction de leurs besoins. Et le dernier gouvernement a refusé notre proposition, même si il nous reconnaît, puis il fait un modèle de Carpe Diem. Il nous dit, si vous voulez de l'argent, il va falloir rentrer dans le moule, même si ça fait 17 ans qu'on fonctionne hors moule. Donc, il y a encore des batailles à faire de ce côté-là. Mais ça va venir. Le gouvernement qu'on a eu au Québec dans les 8 dernières années, je pense qu'il avait une approche économique de la situation. Lui, c'était libérer les hôpitaux des lits qui sont occupés par les personnes âgées et transférer ces personnes dans des structures à contrat avec l'entreprise privée à but lucratif. C'est des contrats qui sont donnés. Alors, le gouvernement sauve de l'argent parce qu'il ne le fait pas lui-même et il le donne au privé. Le privé se fait de l'argent parce que, bon, c'est à la base une entreprise à but lucratif. Et où est-ce qu'il fait son argent, le privé? Il fait son argent parce qu'on lui laisse la responsabilité des repas, des loisirs, du ménage et des préposés, des aides-soignants.
qu'on dit non professionnels. Ça, déjà aussi, c'est affreux parce qu'on leur donne le rôle le moins important, alors que c'est le rôle le plus important qu'on devrait avoir dans la maison. Alors comme ça, lui, il libère ses hôpitaux et puis il fait des lieux avec l'entreprise privée. Nous, on arrive avec une approche où on dit c'est à but non lucratif. Il n'est pas question qu'il y ait de l'argent qui sorte et qu'il aille dans les poches d'actionnaires. Cet argent-là va rester s'il en reste et revenir aux personnes. Et je pense que le gouvernement, lui, craint peut-être d'avoir l'impression de tourner le dos à son réseau public et craint peut-être qu'il y ait une avalanche de maisons qui soit créée. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu comme réponse. Moi, ce que je dis, c'est que on n'a pas les moyens de ne pas expérimenter une approche comme celle-là, sans dire qu'on va ouvrir partout au Québec. Juste avec Carpe Diem, on a rayonné tellement au cours des 15-20 dernières années que continuer à développer des formules plus coopératives où les gens vont être partie prenante de la vie quotidienne par une organisation légale, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Les gens là, vont se dire, on pourrait se regrouper, on pourrait être 15 personnes, se regrouper et se faire une entité légale et se payer nous-mêmes nos services avec un peu de soutien de l'État. Bien, en ce moment, à Trois-Rivières, il y a beaucoup de monde qui veut venir à Carpe Diem. Et ça dépasse même la ville de Trois-Rivières. Et en ce moment, il y a des familles qu'on accompagne et qui sont en train de regarder pour des maisons, pour essayer de mettre en commun leurs énergies et essayer de démarrer une maison parallèle à Carpe Diem. Mais c'est sûr que sans subvention, même si ça coûte moins cher, c'est moins intéressant parce que ça exige que les familles payent des montants qui sont très élevés. Et puis moi, j'ai pas par conviction, je trouve que ça devrait pas être des ressources qui s'adressent à des gens qui ont 3 000 $ par mois à mettre alors que notre société, c'est reconnu comme un droit, l'accès à ce type de service. Alors à Carpe Diem, ça coûte juste 1 800 $ par mois. Ça coûte la même chose que si vous étiez dans le réseau public, grâce à cette portion de subvention. Alors oui, les gens sont de plus en plus désespérés puis cherchent de plus en plus des solutions comme celle-là. Quand je viens en France, je viens souvent à l'intérieur des établissements où on a choisi d'essayer de faire un virage au niveau de notre philosophie. On ne veut pas transformer complètement le milieu de soins, mais on veut aussi que ce soit un milieu de vie et faire un équilibre entre les deux. Et ça, c'est déjà une formation que je donnais à des gestionnaires au Québec. Alors, quand je vais dans les établissements, oui, il y a plein de choses qui se changent. D'abord, dans nos propres attitudes, je pense qu'on fait on fait des adeptes et on fait aussi dans les milieux, on fait vivre la philosophie. Quand on est avec une personne, quand on l'accompagne pour sa toilette, quand on mange avec elle, on change les choses. C'est différent de la façon... il y a des résultats et oui, ça peut s'exporter. Ça peut s'exporter aussi si les gestionnaires des établissements suivent, parce que sinon, si c'est juste les employés et que la direction ne change pas, parce qu'une philosophie comme celle-là, ça exige que tout le monde change. Et ça prend des directeurs qui sont volontaires et qui disent oui, je le veux, puis on va faire le virage. Alors en France, il y a beaucoup d'établissements qui sont en train de l'implanter. Ils trouvent ça difficile parce que c'est pas une série de techniques ou de recettes, c'est pas une méthode. Il y a beaucoup de réflexion. À chaque fois, on se pose la question à savoir pourquoi la personne veut s'en aller, pourquoi elle se lève, au lieu de chercher comment faire disparaître le problème. Alors là, ils ne sont pas habitués parce qu'ils s'attendent, quand on commence la formation, à ce que je leur donne des moyens pour que la personne change. Puis ils se rendent compte que c'est eux qui vont changer. Et puis, par leur changement, la personne va changer, puis l'équipe va changer. Et ça demande un travail sur la durée, mais qui est beaucoup plus profond que l'apprentissage de techniques. Mon plus grand espoir en ce moment, en France, c'est sûr, c'est Amadiem, parce que il est né de la volonté de Blandine Prévost, qui elle-même est atteinte et qui a pensé par elle-même son projet et qui l'a monté. Et quand elle s'est rendue compte que Carpe Diem existait, bien, on s'est rejoint beaucoup. Et
par sa crédibilité puis sa compétence, Blandine a influencé les décideurs. Et là, il va y avoir un projet inspiré. Ça ne sera pas exactement, le but, c'est pas d'en faire un copier-coller, mais déjà quand on a une philosophie, la structure, elle va se modeler. Là, on va réussir à mouler la structure, alors que jusqu'à maintenant, c'est la personne qui se moule à la structure. Et puis, je pense que avec le projet qui est lancé, on va réussir à vraiment démontrer en France que c'est possible de le faire. Puis je pense que ça répond beaucoup aux besoins. Je fais beaucoup de conférences et à chaque fois, on me dit, il faudrait qu'on l'expérimente, il faudrait qu'on fasse autre chose. Moi, j'ai un parti pris, même si j'accompagne beaucoup les aidants, puis que je trouve que leur souffrance, elle est énorme, puis qu'il faut les soutenir. Mais mon parti pris, c'est celui des personnes qui sont atteintes. Ça fait 27 ans que je vis avec elles, que je vois l'injustice qu'elles vivent. Je trouve qu'il y a une atteinte à l'humanité en ce moment qui se passe et on fait beaucoup de silence là-dessus. Je pense que plus tard, on va avoir un peu honte de ce qu'on aura réservé aujourd'hui comme conditions de vie. Et quand on regarde les commissions, au Québec, on a une commission sur l'euthanasie et la population était favorable à l'euthanasie pour les personnes atteintes d'Alzheimer à des stades avancés. Et moi, j'ai fait un mémoire, puis j'ai demandé à des personnes qui répondaient « oui, je suis favorable ». Pourquoi? Et elles me disaient, premièrement, parce que j'ai pas envie d'aller vivre dans des endroits comme j'ai vu mon père ou comme je sais qu'il existe. J'ai pas envie d'être un fardeau pour mes proches. Moi, j'aime mieux en finir avant. Alors, si on posait les sous-questions, là, on se dirait que la question de l'euthanasie, ça se pose pas, là. La question, c'est donnons des conditions de vie qui sont acceptables, aidons les proches à réduire leur fardeau, puis peut-être que la question de l'euthanasie, elle se posera pas. Et quand, hier, on entendait les plaidoyers pour les aidants, et puis qui disent à quel point c'est difficile, je me mettais à la place de Blandine, puis je me mettais à la place de toutes les personnes qui sont atteintes dans les débuts aujourd'hui, puis qui entendent ça. Ça donne envie de se suicider, comme dit Blandine. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si on n'est pas capable d'avoir un milieu de vie où mes enfants vont pouvoir venir me voir sans se sentir coupable de me laisser là, puis où moi, je vais pouvoir quand même continuer à vivre sans être enfermée, c'est incroyable qu'on réussisse encore aujourd'hui à enfermer du monde légalement, alors que ça devrait être un droit fondamental, non négociable, puis qu'on devrait trouver des solutions. On en trouve pour aller sur la Lune. On doit être capable d'en trouver pour laisser quelqu'un sortir dehors, prendre l'air. Je suis critique, c'est exactement la même chose au Québec. C'est exactement les mêmes conditions. On veut pas voir comment ça se passe. Et on préfère les voir déments, déambulants, que humains avec des besoins, puis à nous crier de vérité nos incohérences. C'est ça qu'ils font. Ils crient nos manques de compétences. C'est nos propres peurs qu'on devrait contrôler au lieu de contrôler les personnes. C'est tout un système à changer. Et oui, ça me révolte. Ça me révolte parce que tous ces gens-là qui parlent, quand est-ce qu'ils vont s'asseoir à côté d'une personne puis qu'ils vont vivre avec elle 1 heure de vie quotidienne pour finalement réaliser toute l'humanité qu'il y a dans cette personne, puis même si elle n'a plus les mots, là, parfois, elle a des réactions qui sont bien plus intelligentes que notre organisation. Souvent, c'est le symptôme, la personne qui bouge, qui crie, qui veut s'en aller, c'est souvent un symptôme que dans notre organisation, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis c'est à nous de changer. Et ça, on ne voit pas ça. On analyse la personne, on déshabille le cerveau, à essayer de voir quelle région est atteinte ou pas. Puis on ne voit pas son message, qui est souvent le plus intelligent des deux. Et puis moi, je ne peux pas croire, après 27 ans, je l'aurais su, là, si j'étais dans le champ. J'entends tout ça, puis je me dis, non, je pense que je le saurais. Où je serais partie si c'était pas vrai ce que je pense. Oui, la maladie est là, puis oui, on perd tranquillement les moyens de communication. Mais quand tu accompagnes quelqu'un jour après jour, tu trouves d'autres façons de communiquer, puis c'est pas vrai que si on parle pas la même langue, on n'est pas capable de se parler. Donc Puis j'ai aujourd'hui toute une équipe, on est 40 à penser comme ça, et puis ceux qui sont passés par Carpe Diem, le personnel, aujourd'hui, ils sont ailleurs, puis ils pensent encore comme ça. Et donc,
il y a quelque chose qui manque, il y a un joint qui manque, puis je pense que c'est qu'on on va pas vivre avec eux. Il y a beaucoup de choses dans les comportements qu'on dit, la désinhibition, les comportements sexuels. Moi, je pense, j'en ai rencontré de toutes les couleurs, et chaque fois, c'était différent. Il y a une chose que je me dis, c'est que même si tu es atteint d'une maladie, comme la maladie d'Alzheimer, tu as encore des besoins d'attention, d'affection et d'affiliation. Tu as besoin d'avoir des gens autour de toi, puis te reconnaître aussi avec des gens autour de toi. Oui, il peut y avoir des atteintes cérébrales qui amènent une levée de l'inhibition. Mais parfois aussi, la levée de l'inhibition, elle vient de l'antidépresseur qui a été donné parce que le monsieur était déprimé et puis là, il pleurait parce qu'il voulait s'en aller chez lui. Antidépresseur à grosse dose, une semaine après, il se met à avoir des idées, à toucher le personnel. Puis tu te dis, il faut se poser la question. Oh, en 2 semaines, là, ça se peut pas que les atteintes tout d'un coup soient apparues. Et combien de fois je l'ai vu dans les analyses en centre d'hébergement où on disait... c'est inacceptable. Bien, son problème, il venait de la médication qu'on lui avait donnée parce qu'on était mal avec ses pleurs. Mais qu'on apprenne à accompagner quelqu'un qui pleure plutôt qu'il de donner une pilule. Un autre exemple de levée d'inhibition, le personnel qui arrive, puis qui vous touche le visage, puis qui vous caresse la jambe, puis qui vous dit « Venez, on va se laver, puis après on va aller se coucher », à une personne qui peut croire que ça va être la réalité, puis que vous allez vraiment le faire avec lui. Et puis que là, vous arrivez, puis vous touchez les gens comme si c'était un membre de votre famille, ou un proche ou un conjoint. C'est normal à un moment donné que la réponse vienne, et c'est nous qui les avons mis en route. Quand on prend des personnes, on les serre dans nos bras. Je l'ai déjà expérimenté avec un intervenant chez nous qui me disait, bien, madame veut me toucher au parti. Je dis, regarde, toi, ce que tu fais, tu la prends dans tes bras, tu lui donnes un petit bec sur la joue, après ça dans le cou, un petit bisou. Et puis après, tu t'offusques parce qu'elle veut t'embrasser sur la bouche. Elle a 80. On a vu hier, hein, la personne peut avoir 80 ans, mais dans l'image d'elle-même, elle en a 40. Alors, elle a 40 ans pour elle, puis toi, tu as 40. Elle se dit, il m'invite. Hier, on a vu des évaluations des personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, là-dedans? Il n'y a pas de relation où j'ai zéro responsabilité. Et on se rend compte que c'est nous, souvent, qui sommes en partie responsable de la réaction de la personne. Mais qu'est-ce qu'on voit? Oh, on va aller voir dans le dossier, il doit avoir des atteintes frontales. Ça doit être ça son diagnostic. On ne se remet jamais en question, ou très peu en question. C'est normal quand on est dans l'émotion, mais quand on fait l'analyse en équipe, moi j'ai un processus d'analyse où on passe inévitablement par une réflexion sur nos attitudes, nos façons de faire. Et bien, c'est ça. Et les gens, bien, ils n'ont plus les capacités de réserve qu'ils avaient avant. Alors, ils vont t'envoyer... soit ils vont répondre par de l'affection ou de la sexualité, ou soit ils vont se choquer, puis ils vont t'envoyer promener avec des gros mots, puis on va dire est désinhibé, mais les mots qui lui restent, parce que son vocabulaire est extrêmement réduit, mais c'est des mots qui sont choquants. Et ensuite, on va dire Madame m'insulte. On lui met le blâme. Madame m'insulte. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Ben, je voulais baisser son pantalon. Vous êtes 2 là-dedans, là. Comment tu t'y es pris? J'ai dit, vous êtes souillés. Mais ta parole, elle peut être blessante aussi. Mais oui, mais elle a besoin d'aide. J'ai dit, je vais vous aider. Est-ce qu'on aime ça, se faire dire, je vais vous aider, surtout pour ça? Alors, nous, là, l'approche, en fait, c'est un peu ça, c'est de changer nos termes, dire à quelqu'un, je vais vous aider, je vais vous laver, on est peut-être mieux de dire, le bain est coulé, si vous êtes prête, quand vous voudrez, si vous voulez me faire signe, je vais être à côté, pour lui, pas l'atteindre dans son estime. Et puis, je trouve que, bon, on réalise pas comment on provoque les troubles de comportement, qu'on prend des heures après à décrire, puis à discuter entre professionnels. Et c'est là que je trouve qu'il y a un vide entre la personne qui est laissée seule dans son monde, puis les équipes. Lorsque le gouvernement du Québec nous a autorisé une subvention, ils nous ont demandé aussi de participer à une recherche évaluative, comparative. Alors,
15 personnes à Carpe Diem ont été comparées à 15 personnes dans un établissement. Et les résultats, ils sont concluants. Au départ, les chercheurs avaient l'hypothèse que les gens prenaient plus de médication pour vivre à Carpe Diem à cause du milieu léger, qu'ils vivraient moins longtemps à Carpe Diem à cause des limites environnementales, que leur niveau d'autonomie devait être meilleur chez nous que dans l'unité. Et ça, c'est l'idée qu'on a au départ quand on arrive à Carpe Diem, parce que c'est dans une vraie maison. Tu te demandes qui est malade et qui est membre du personnel. Et à la fin de la recherche, il a été démontré que les gens à Carpe Diem prenaient significativement moins de médicaments style neuroleptique que l'unité avec laquelle on avait été comparé, qui était la plus basse au Québec. Alors, on a été comparé avec la meilleure, puis les gens en prennent moins. Et au niveau de l'autonomie, ils ont été étonnés de voir que les gens à Carpe Diem restaient plus longtemps et que leur fonction cognitive était plus atteinte. Leur autonomie dans la vie quotidienne pour se laver, s'habiller, il y avait une plus grande perte d'autonomie, mais que ça paraissait pas. Et quand ils ont comparé avec les gens de l'autre établissement, ils étaient beaucoup plus atteints. Et les conséquences sur le personnel aussi, puis sur les familles, étaient toutes à la hausse. Même si l'autre, il y avait des résultats intéressants, Carpe Diem arrivait avec des résultats encore meilleurs dans un milieu qui était non adapté selon les chercheurs. Et les chercheurs recommandaient au gouvernement de continuer à soutenir ce type de démarche parce que socialement, on en avait besoin. Ça fait déjà plusieurs années, puis il n'y a eu aucune suite à cette recherche-là. Ça fait plusieurs années que je suis en train de former une équipe pour prendre la relève. En ce moment, c'est une équipe. C'est pas une personne, mais c'est une équipe qui se complète parce qu'il y a beaucoup d'aspects à Carpe Diem. Il y a la mission externe, il y a aussi la mission de tenir la maison puis de garder le cap. C'est mon objectif parce qu'effectivement, je serai pas toujours là. Et puis, je voudrais aussi confronter tous ceux qui disent que ça dépend de moi, puis que si quand je serai plus là, ça va tomber. Je veux bien démontrer que ça peut vivre et puis ça peut survivre aussi, même si je quitte.